Cube Radio. Ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux Idées mènent le monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous chercherons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. Au moment d'être votée par l'Assemblée nationale il y a quelques années, la loi consacrant le droit au suicide assisté était censée encadrer ce dernier de sérieuses balises. Il fallut très peu de temps toutefois pour qu'elle soit contestée et qu'on cherche à étendre la portée de ce droit nouveau. La question est revenue au cœur de l'actualité ces derniers temps. Il nous accompagnera probablement encore longtemps. Jusqu'où ce droit doit-il s'étendre? Ne risque-t-on pas, en le banalisant, de transformer une mesure d'exception en mesure transformant l'euthanasie en pratique médicale parmi d'autres? Et quel sort réservé aux soins palliatifs dans ce nouvel univers qui en inquiète plusieurs? Pour en parler, je reçois le philosophe Louis-André Richard qui s'est engagé au cœur de ce débat et y a consacré de nombreux textes et ouvrages, parmi ceux-là La cigogne de Minerve, paru en 2018 aux presses 2018, aux presses de l'Université Laval. Louis-André Richard, bonjour. Bonjour. Alors, question première, tout simplement pour situer le débat. Revenons au moment où la société québécoise s'est engagée dans une démarche l'amenant à voter, à reconnaître le droit au suicide assisté, le droit à mourir dans la dignité, comme on dit. Quels étaient les arguments des partisans de la reconnaissance de ce droit? Qu'est-ce qui nous a conduit à la reconnaissance de ce droit il y a de cela quelques années? Alors, au point de départ, là, je parle juste un peu avant 2010. On a voulu instituer, puis on l'a fait, une commission parlementaire sur mourir dans la dignité. Alors, la dignité était l'argument principal au fondement de la démarche. La problématique ou le problème qui suscitait la réflexion était à l'effet qu'il y avait des cas exceptionnels, mais réels, de personnes qui, en fin de vie, affectaient des souffrances réfractaires aux différents traitements, que ce soit les traitements pharmacologiques ou même psychologiques. On arguait la question de la détresse psychologique. On disait il y a une infime fraction de la population pour qui les soins palliatifs ne sont pas efficaces et qui, au nom de la dignité, au nom d'une certaine forme d'humanisme, réclament le droit qu'on leur administre une substance létale pour quitter ce monde, encore une fois, dans les conditions les plus dignes possibles. Alors, c'est un peu dans cette mouvance-là que les arguments ont pris forme. S'ajoutait à la question de la dignité, la question du respect de l'autonomie, entendu ici comme le respect de la volonté individuelle des personnes. On argumentait en disant nous sommes en 2010 et puis à cette époque, on doit être plus sensible que jamais au respect intégral de la volonté individuelle, encore plus quand on est en toute fin de vie. Alors, cette articulation autour de la dignité et de l'autonomie servait de toile de fond argumentaire à la réclamation ultérieure d'une loi qui allait permettre l'euthanasie sous le vocable de l'aide médicale à mourir. Alors, on a cette reconnaissance, cette construction d'un droit, mais très rapidement, lorsqu'on vote cette loi, en fait, au moment de voter cette loi, on nous dit ce droit sera bien balisé. Ça va demeurer une mesure d'exception. Il ne risque pas de se généraliser. Quels étaient les cadres et les balises qui devaient justement entourer ce droit, l'encadrer, le baliser, empêcher qu'il ne dérape en quelque sorte? Alors oui, la loi 2, qui est la loi qui a instauré l'aide médicale à mourir au Québec. Alors ici, il faut bien préciser les choses. Vous avez parlé en introduction du suicide assisté. Ce n'est pas ce qui faisait l'objet de la demande et de ce que la loi a octroyé par la suite. Ça concerne au Québec particulièrement l'euthanasie. Je pense qu'avec la loi fédérale qui prend forme et qui cherche à s'élargir présentement. On y arrive au suicide assisté, là, mais au point de départ, c'était l'euthanasie, c'est-à-dire une mise à mort par un professionnel, en l'occurrence le médecin, qui va injecter une substance létale dans le corps d'un patient qui l'a demandé.
Alors, dans ce cadre-là, évidemment, les balises qui ont été instituées, visaient à être certain que le patient en question possédait tous ses esprits au moment de la demande, avec 2 ou 3 moyens de vérifier que il y a une persistance dans la volonté, qu'à tout moment, jusqu'à la dernière seconde, le patient peut décider de faire marche arrière. Il y avait, au moment où le patient demande l'euthanasie, la mise en place là, d'un comité incluant le médecin, infirmière, psychologue, travailleur social, en fait, un certain nombre de personnes qui devaient examiner la demande, s'assurer que tout était fait dans les règles de l'art et puis, encore une fois, assurer le suivi jusqu'au dernier moment. C'est une structure qui est quand même, somme toute, assez lourde et je pense que dans les faits, on n'a pas toujours réussi à, je dirais, respecter l'agenda, surtout quand les demandes se faisaient un peu dans un cadre d'urgence. Alors, est-ce qu'on peut dire que ces mesures, pas ces cadres, ces balises, étaient de véritables cadres et balises ou s'agissait-il, disons, de mesures de prudence temporaire pour faire accepter ce droit nouveau? C'est-à-dire, non pas des ruses, il faut pas exagérer, mais pour éviter que ce droit nouveau ne s'établisse de manière trop brutale, on l'a présenté sous le signe de l'exception, tout en sachant qu'il risquait très rapidement de s'étendre à des catégories nouvelles de la population. Ouais, en fait, effectivement, il s'agit pas d'établir une course aux sorcières, une chasse aux sorcières, mais c'était assez prévisible, en tout cas du moins de mon point de vue, parce que j'ai participé à la commission en question. C'était assez prévisible de voir que la pression pour que ça s'étende allait se manifester très rapidement. Ça n'a pas été long, puis on le voit encore plus aujourd'hui. Ça fait quand même seulement 11 ans que tout est en place, et puis là, on en est rendu à faire la demande d'une accessibilité à l'aide médicale à mourir pour les gens qui ont des maladies mentales, psychologiques, et les maladies chroniques, et puis peut-être éventuellement, comme dans certains pays d'Europe du Nord, des personnes bien portantes qui, par crainte de voir leur qualité de vie diminuer, pourraient faire la demande d'aide médicale à mourir, comment on pourrait dire, donc pour mourir en bonne santé. Alors, il y a ici une dynamique, un mouvement assez irrépressible, et pour répondre peut-être directement à votre question, je pense qu'il y a derrière ce phénomène de la législation sur la fin de vie, il y a une espèce de volonté diffuse là de répondre à une espèce de créneau idéologique, celui qui consiste à honorer les droits individuels au détriment, voire même du droit commun. Là. Il y a comme une espèce de mouvance, là, de dynamique qui a fait en sorte que les étapes se sont brûlées à une vitesse exponentielle. On est passé rapidement de l'exception et de l'exceptionnel à... je dirais pas la mort pour tous, là, ce serait cynique, mais une offre qui dépasse largement les prudences qu'on avait tenté à établir au point de départ. Oui, parce que voilà, c'est-à-dire cette idée que le droit de mourir dans la dignité, qu'on dit, était au début exceptionnel, il était reconnu mais limité. En l'espace d'une décennie, en quelque sorte, c'est comme si la logique de l'autonomie c'était à ce point déployé qu'aujourd'hui, l'argument qui consiste à dire si je veux en finir, eh bien, j'ai le droit d'en finir. Qui d'autre que moi peut être juge de ma propre vie? Et bon, ça, à la rigueur, on pourrait dire c'est l'historique, l'antique, la philosophique question du suicide, mais c'est transformé aujourd'hui ce désir en droit, et ce droit en droit à faire valoir à la manière d'un acte médical. Est-ce qu'on pourrait présenter ici ce mouvement, c'est-à-dire la transformation du droit au suicide, appelons ça comme ça, qui hante l'histoire de la philosophie, en geste médical parmi d'autres qu'il faudrait reconnaître aujourd'hui? Oui, tout à fait. Vous avez raison de souligner la chose en ces termes. En fait, pour la petite histoire, moi, j'avais été invité à l'étape qui a précédé la consultation publique, parce que les parlementaires à l'époque avaient constitué un groupe d'experts qu'on avait consulté pour élaborer ce qui allait être le document de travail de la commission comme telle. Et à cette occasion-là, les parlementaires avaient soumis comme hypothèse de travail une commission sur le droit de mourir dans la dignité.
faut savoir que la réaction que ça a suscité dans l'ensemble des personnes qui étaient consultées, et je dirais peu importe les allégeances idéologiques, la réaction était unanime. Personne ne voyait la pertinence de parler d'un droit de mourir dans la dignité, parce que la mort, c'est pas un droit, c'est un fait, et ce fait-là, on est appelé à composer avec. Alors, ça a été rayé des cartons, l'idée de produire un document sur le droit de mourir dans la dignité pour une réflexion sur mourir dans la dignité. On a supprimé le mot droit. Alors, je dirais que cette sagesse pré-consultation, finalement, a été reléguée assez rapidement aux oubliettes à la faveur de la façon dont l'opinion publique ou la mentalité générale de notre époque tente de faire de la mort non pas un élément appartenant au continuum naturel de la vie, mais en faire un droit dont on peut réclamer qu'on lui obéisse à ce droit quand bon nous semble. Et je pense que là, il y a quelque chose du point de vue de la réflexion philosophique qui est assez extraordinaire. On dirait que quand on aborde le problème sous cet angle-là, on met plus d'importance à réfléchir à la mort et aux moyens de la contrôler que un peu comme c'était la proposition de la philosophie antique, là, c'est-à-dire de réfléchir aux conditions de la bonne vie. C'est un peu ces questions qui sont occultées quand on ramène tout à une vision plutôt utilitariste des choses. Alors, quand ce débat prend, je nous ramène encore un peu aux origines avant d'évoluer jusqu'à aujourd'hui. Quels étaient les arguments de ceux qui s'opposaient à la reconnaissance de ce droit? C'est-à-dire, je précise ma question, on a beaucoup entendu dans le débat politique, il y avait ceux qui étaient d'accord avec le fait de la reconnaissance du droit pour mourir dans la dignité, qui étaient très enthousiastes. Il y a ceux qui étaient d'accord mais modérés, et il y a ceux qui disaient qu'ils n'étaient pas encore d'accord. C'était assez particulier. Ils disaient, ils disaient laissez-nous cheminer. Mais rares étaient ceux qui s'y opposaient formellement. Or, il y en avait, je devine. Donc, quels étaient les arguments de ceux qui, d'une manière ou de l'autre, exprimaient un malaise et même une opposition à ce droit? Écoutez, je vais répondre à votre question par un fait qui a été trop facilement occulté. J'aime bien la manière dont vous déclinez les postures par rapport à l'ouverture active ou retardée par rapport à ce droit nouveau. Mais dans les faits, il faut savoir, là, et puis à l'époque, la ministre se gardait bien de le crier sur les toits. Dans les faits, là, le bilan total de la consultation débouchait sur la statistique suivante. 59% de toutes les personnes qui ont participé à l'exercice de la commission, 59% étaient contre l'idée d'avoir une loi qui permettait l'aide médicale à mourir. J'avais dit à l'époque aux parlementaires, Mme Yvon en particulier, si cette statistique, vous vous en étiez servi pour l'indépendance du Québec, nous serions indépendants. 59, c'est quand même un chiffre significatif. Le gouvernement n'a pas cru bon de suivre la volonté générale de ceux qui ont participé à l'exercice, sous prétexte de favoriser certaines corporations, le Collège des médecins entre autres et le barreau d'autre part, pour faire pencher la balance dans la loi qu'on connaît maintenant. Bon, alors les arguments maintenant derrière ça, ce point c'était pour dire que finalement il y avait plus de gens contre, ou du moins prudemment contre que l'inverse. Les arguments, ça c'est une chose qui m'a fasciné. Moi, je suis prof de philo depuis déjà un certain nombre d'années, et ce qui m'a étonné quand j'ai écouté les différents rapports qui étaient produits à la commission, c'est que les gens qui voyaient d'un œil favorable l'aide médicale à mourir, tout comme ceux qui ne voyaient pas cela d'un œil favorable, dans les deux camps, si on peut me permettre, on argumentait au nom de la dignité de l'autonomie. La différence, c'est que ceux qui étaient contre avaient une vision de la dignité qui ne s'enracinait pas dans dans le même fond culturel que les autres. Là. C'est-à-dire que quand on est contre, on argumente surtout en faveur de la reconnaissance d'une dignité ontologique, c'est-à-dire de quelque chose qui appartient à l'être humain en tant qu'humain, qui fait partie de sa nature. Et c'est ce qui confère à la personne une valeur pour ce qu'elle est en elle-même,
qu'elle soit en bonne santé, handicapée, enfant, adulte, peu importe l'état, la valeur reste constante. Tandis que dans le camp des personnes qui sont plutôt ouvertes, on a tendance, je ne dis pas qu'on va nier cet aspect des choses, l'aspect ontologique, mais on a tendance à le considérer comme un aspect mineur à la faveur de la dignité conçue comme une espèce de qualité morale, somme toute assez subjective, mais qui, dans l'imaginaire social, correspond à l'état d'une personne aux alentours de 30 ans, en pleine possession de ses moyens physiques et mentaux, et voilà. Donc, à partir du moment où il y a altération de cette fiction, on se sent autorisé de dire, ça peut être une raison suffisante pour décider de quitter ce monde et demander de l'aide pour le faire. Même chose pour le traitement de l'argumentaire de l'autonomie, du respect de l'autonomie. Dans le camp de ceux qui sont plutôt favorables à l'aide médicale à mourir, il s'agit d'une reconnaissance d'une autonomie radicale de la part du citoyen qui fait sa demande. On doit respecter sa volonté en tout, sur le simple fait qu'il est maître et possesseur de son existence. Tandis que dans les argumentaires développés pour ceux qui exprimaient des réticences, on a cette idée que aucune autonomie, politiquement parlant, ne saurait se comprendre de manière absolue comme un droit individuel. Il y a toujours la soumission, l'obéissance au sens noble du terme, de mon autonomie à l'égard de quelque chose d'autre, à l'égard, par exemple, de la loi civile, même pour ce qui est de la reconnaissance, je dirais, du code de la route, mais aussi à l'égard du bien commun, qui est une notion que l'on entend, dont on perd souvent le sens, mais qui reste absolument déterminante et importante pour assurer un cadre qui assure une vie civile digne de ce nom. Alors, vous nous expliquez que la notion de dignité n'est pas la même dans les deux cas, disons ça comme ça. Il y a ceux pour qui l'existence en elle-même, quelles que soient ses modalités concrètes, il y a une dignité dans l'existence. Et il y a ceux pour qui, finalement, la dignité de l'existence, c'est l'autonomie d'un jeune homme ou d'une jeune femme en pleine possession de ses moyens, et tout le reste est dégradation jusqu'au moment où on voudrait rompre avec cela. Donc, je vois les deux conceptions qui sont campées. En dernière instance, néanmoins, que répondaient les adversaires de ce projet, de ce qui est devenu un droit? Que répondaient-ils à ceux qui disaient, si je veux en finir avec l'existence pour les raisons qui m'appartiennent, de quel droit pouvez-vous vous opposer à l'expression de ce que je vois comme mon droit, qui est peut-être un désir, mais je vous dis, c'est mon droit, je veux en finir. De quel droit pouvez-vous vous y opposer? En fait, très concrètement, la réponse à cette question-là, elle était abordée par l'expertise des agents du soin palliatif. Quand je donnais l'exemple tout à l'heure là, des statistiques, que je disais qu'il y avait 59% des personnes qui participaient à la commission qui étaient contre, à l'intérieur de ça, il fallait ventiler pour s'apercevoir que la population en général, quand on la sondait, et comme c'est le cas encore aujourd'hui, est très favorable. Très favorable, pourquoi? Parce que je pense que derrière la statistique, il y a l'expression de la crainte que nous avons tous, et moi le premier, de souffrir. Et que personne n'envisage sa fin de vie en souffrant jusqu'au terme. C'est pas vraiment quelque chose de plaisant. Donc, on exprime ça très clairement quand on peut dire qu'on se sent à l'aise avec l'idée que quelqu'un peut nous soustraire à cette souffrance en fin de vie. Donc, une forte proportion de la population en général en faveur d'un projet de loi. Ensuite, parmi le reste, il y avait, parmi les opposants qui exprimaient leur opposition, 95% de ceux qui étaient radicalement opposés à l'époque, j'entends bien à l'époque, c'était les agents du soin palliatif. Et eux, dans le fond, ils répondaient à votre question en disant, écoutez, on n'a pas besoin de faire une loi parce que 99,999% des accompagnements qu'on réalise en institution palliative ne mènent jamais à des demandes persistantes d'euthanasie. Alors aussi, il faut comprendre qu'avant toute cette histoire de la loi, tout mourant dans les soins palliatifs, à un moment donné ou l'autre du parcours, demande un appel à mourir.
Il y a des moments où ça peut être plus difficile d'arriver à la fin de vie. Mais l'expérience, je parle ici là, de l'expérience des agents du soin, c'était de voir que il y a différentes phases dans la manière dont on vit sa fin de vie. Il y a des moments de dépression, il y a des moments d'acceptation, il y a des moments jusqu'à la toute fin où il arrive des choses étonnantes, surprenantes et belles, comme des réconciliations de dernière minute et tout. Il y a un paquet de trucs qui sont difficilement transmissibles autrement que par le témoignage, mais qui servaient d'argumentaire, je dirais, de la part de personnes qui sont les experts du milieu, pour dire la loi, ça ne peut faire qu'une chose, c'est de rendre plus difficile encore l'exercice délicat de l'accompagnement en fin de vie. Donc, l'argumentaire, il venait surtout de l'expérience partagée par les gens du soin. Et à ce moment-là, on dit, ben écoutez, on peut pas forcer à vivre, par exemple, quelqu'un qui ne veut plus vivre. Il y a personne, je pense, qui voit ça sous cet angle-là. On peut pas forcer personne. Mais l'idée, c'est que la loi qui normalement balise et encadre sert un peu de garde-fou à limiter, je dirais, l'exercice de nos droits. Et ce garde-fou permettait d'assurer une espèce de latitude dans l'alliance thérapeutique entre l'accompagnant et celui qui meurt. C'est quand même étonnant de voir que 50 ans de soins palliatifs ont produit une culture à l'intérieur de laquelle la revendication de l'euthanasie ne faisait jamais problème ou posait question. Ça devient problématique quand, à l'inverse, c'est la société civile qui rentre dans la chambre du mourant et qui, là, je dirais, transforme complètement le paradigme en disant maintenant, ben j'ai un droit, s'il vous plaît, si je le réclame, vous devez me l'accorder. Alors, c'est ça qui vient perturber, je dirais, l'ambiance à l'intérieur de l'institution de soins palliatifs. Je sais pas si j'ai bien répondu à votre question. Oui, très bien. Très bien. On arrive d'ailleurs bientôt à la question des soins palliatifs directement, mais j'aimerais vous poser une question qui me hante en vous écoutant. Est-ce qu'on peut dire que depuis toujours, en quelque sorte, le suicide assisté, l'euthanasie, appelez ça comme vous voulez, c'est-à-dire un médecin qui met fin au jour d'un patient qui est dans une extrême souffrance, qui est dans une situation de... On s'entend il est dans ses derniers jours et on abrège ses souffrances, appelons ça comme ça. Est-ce que ça n'a pas toujours existé dans l'institution médicale, mais ce qu'on pourrait appeler dans la zone grise? C'est-à-dire, c'était une mesure d'exception inavouée et tolérée qu'on ne transformait pas pour autant en droit. Est-ce qu'on peut dire que nos sociétés avaient intégré l'euthanasie ou avaient intégré le suicide assisté de cette manière, à la manière d'une pratique inavouable mais existante, pour peu qu'on ne l'officialise pas, comme si on refusait de la placer à la lumière du jour? Ouais, je pense que vous posez très bien le problème en termes philosophiques, là. Est-ce qu'il y a des exceptions qui confirment la règle? Bien sûr. Et vous parlez d'une zone grise, bien sûr aussi. Alors écoutez, je pense qu'ici, là, pour que l'auditoire comprenne bien l'enjeu, je pense qu'il faut voir cette situation de cas, et je pèse mes mots, là, de cas rarissimes d'aide médicale à mourir avant la loi. Je pense qu'il faut situer ça exactement dans le même lieu de comparaison avec le droit de tuer qu'on accorde à des militaires qui, en situation de guerre, évidemment, vont porter atteinte à la vie d'autrui. On pense à l'ennemi, mais dans certaines circonstances, pourraient tuer des camarades des camarades de compagnons d'armée qui, en situation de mort imminente, alors que l'ennemi fonce sur nous, il peut y avoir des circonstances où le camarade demande à son compagnon, écoute, peux-tu m'achever puisque je ne veux pas finir atrocement abattu par l'ennemi qui va être là dans 20 minutes, là. Alors, ces cas de figure, c'est arrivé très rarement, mais c'est déjà arrivé, et la loi martiale prévoit que si une telle chose se produit, il y aura procès militaire, et puis on va excuser, bien entendu, le compagnon d'armes qui, on peut parler ici de meurtre par compassion, là, a tué son compagnon d'armes. Alors, par similarité, est-ce qu'il peut arriver des situations semblables dans des cas de fin de vie dans les hôpitaux? Je dirais que oui, sûrement. Sauf que là, il n'y a pas de statistiques pour ça. La chose, cependant, qu'il faut être bien certain que moi, j'ai compris en m'intéressant au sujet, parce qu'avant, je comprenais pas ça. J'avais tendance, avant, à penser qu'il y avait beaucoup d'actes qui étaient des actes d'euthanasie cachés.
Et mon erreur de jugement venait du fait que je confondais la réaction des opiacés sur les malades en toute fin de vie avec le fait que l'opiacé en question provoquait la mort. Il n'en était rien. C'est-à-dire que quand quelqu'un est en cancer phase terminale, les doses d'opiacés que vous allez administrer pour le soulager sont telles que si on les administre à quelqu'un qui est en bonne santé, cette personne en bonne santé va sans doute décéder d'une crise cardiaque. C'est trop lourd. Mais au fur et à mesure que la maladie progresse, vos défenses corporelles font en sorte que vous produisez de moins en moins de morphine naturelle et vous êtes capable d'absorber la morphine artificielle qu'on vous donne en compensation pour vous garder confortable. Ça, c'est le genre de choses que la population connaît pas bien, là, qui fait en sorte que c'est un protocole, celui-là, de la morphine qui existe depuis toujours, là, dans la médecine moderne, mais qui ne provoque pas la mort. Les gens meurent des conséquences de leur maladie, soulagés et confortables. Maintenant, est-ce que c'est possible qu'en faisant ça, on hâte la mort de certains patients? Bien sûr, mais il est possible du contraire aussi. Il est possible qu'on prolonge la vie parce que le cœur est ménagé par le fait que le soulagement permet ce confort-là. Il fait en sorte que, sur papier, on a peut-être augmenté l'espérance de vie de 2 jours de quelqu'un, on l'a peut-être rapetissé de 2 jours. Mais c'est juste pour dire ici qu'on est dans des situations limitrophes et que dans le singulier comme ça, là, on peut pas faire dicter de loi générale. Donc, c'est un argument de plus, je pense, pour dire qu'il n'est pas prudent, qu'il n'a pas été prudent, qu'il n'est pas sage de faire une loi qui vient mettre à mal l'interdit de porter atteinte à la vie d'autrui. Ça, c'est mon argument politique, parce que moi, je fais de la philo politique, là. C'est une loi qui va toujours poser problème, encore aujourd'hui et demain et après-demain, parce que elle nous oblige à nous confronter à l'égard de cet interdit « tu ne tueras point », qui n'est pas un interdit religieux, qui est un interdit de la raison, en fonction de ces choses que nous rejetons assez spontanément comme étant plus ou moins bénéfiques pour bien vivre sa vie. Nous reprenons dans un instant, juste après la pause. Chers auditeurs des Idées mènent le monde, j'aimerais vous recommander un autre balado. Un balado qui exulte un merveilleux mélange de joie de vivre, d'érudition et de débats captivants dans le monde du vin, ou plutôt sur les goûts du vin. J'ai eu la chance d'être invité le 4 mars dernier, même si je m'y connais bien peu, hélas. Si vous êtes amateur de vin, ou si vous êtes néophyte, curieux comme moi, vous voulez connaître les méchants raisins. Vous les connaissez peut-être avec leurs blogs et leurs recommandations dans le Journal de Montréal. Chaque semaine, les chroniqueurs émérites en vin Nadia Fournier, du guide du vin Faneuf, Mathieu Turbide et Patrick Désy vous font découvrir plusieurs nouveautés, mais aussi des perles cachées dans les rayons de la SAQ ou ailleurs. Et puis en plus, ils discutent à chaud des vins qu'ils dégustent ensemble pendant l'émission. C'est franchement sympa, je puis en témoigner, j'y étais. Le balado des méchants raisins est disponible dans la section balado de l'application et sur le site de Cube Radio ou sur les autres plateformes de balado. Alors, on se rapproche de la question des soins palliatifs qui sera notre dernier bloc, mais vous abordez la question politique et elle doit être abordée. Est-ce que nous sommes devant une loi qui a répondu à un besoin de l'opinion, ou est-ce que nous sommes devant, ou au-delà de l'opinion, un besoin de la société, ou est-ce que nous sommes devant une loi qui a devancé la société et qui a libéré, appelons ça comme ça, certaines revendications, certains désirs qui ont été convertis en droit? Je ne sais pas si je suis clair dans ma question, mais en gros, est-ce que la loi a forcé le jeu pour créer un nouvel état des mentalités, pour amener et là, à partir de là, tous les droits, toutes les demandes de droit au suicide assisté pour les catégories que vous avez évoquées tantôt, la maladie mentale, la dépression et ainsi de suite, on les voit émerger aujourd'hui? Ou est-ce que c'est une loi qui finalement est en retard sur la société, qui est arrivée alors que l'état de l'opinion publique était déjà beaucoup plus avancé, avait déjà reconnu l'existence de ce droit et n'attendait des autorités qu'ils le reconnaissent à son tour? Alors ça, c'est une question difficile parce que c'est un peu la poule et l'œuf. J'aurais tendance à dire que l'entendement général à notre époque favorise, appelle à faire des lois de ce type. Mais c'est comme je le disais précédemment, et c'est mon opinion là, mais c'est une revendication qui n'est pas bien ancrée
je pense que la seule chose qui justifie la revendication, c'est encore une fois la peur de mourir. Ça m'apparaît être le déterminant le plus objectif. Maintenant, c'est pas suffisant de dire ça. La peur de mourir, ici, elle sert de prétexte à un projet idéologique beaucoup plus grand, qui est celui qu'Alexis de Tocqueville avait bien su discerner dans la démocratie en Amérique, c'est-à-dire cette idée que la démocratie moderne progressant, on pourra difficilement échapper à l'expansion ad infinitum de l'égalité des personnes et de la revendication, de la réclamation de la liberté individuelle. Égalité et liberté étant les deux moteurs de l'expansion de la démocratie. Là, ici, il me semble que ce cas de figure qui est la relation à la fin de vie, ça vient montrer, incarner, je dirais, cette espèce de pulsion, traitement égal pour tous et je dirais l'impérialisme de la volonté individuelle. Évidemment, comme ça touche un sujet qui est extrêmement fondamental, hein, vous savez, Socrate, Cicéron, Montaigne parlaient que philosopher, c'est apprendre à mourir. Bien, finalement, on se dégrève de ce devoir anthropologique, ce devoir très humain, au profit d'une espèce de recette très technique en disant, voici, c'est facile, on va régler la question, je m'achète une assurance fin de vie, et puis voilà, je n'ai pas besoin de me casser la tête davantage. Alors, il y a cet aspect, me semble-t-il, très fondamental que dans l'évolution des démocraties à l'heure actuelle, il y a le risque, il me semble qu'il y a plein de sujets qui le montrent, il y a ce risque d'une tyrannie de l'individu qui fait que la démocratie risque, elle aussi, d'y perdre au change. Il y a une nouvelle forme de totalitarisme, là, et la question de l'aide médicale à mourir, ce n'est qu'un épiphénomène de la chose. On a évoqué à plusieurs reprises jusqu'ici, en filigrane, la question des soins palliatifs. Alors, c'est une culture tout à fait particulière que celle des soins palliatifs. Hein. C'est-à-dire, c'est probablement la forme de soin, le métier la plus inattendue qui soit, c'est lorsque les derniers jours sont annoncés, lorsqu'il s'agit désormais de les compter, comment traverser ces derniers jours, comment atténuer probablement la douleur, comment atténuer la détresse probablement. Alors, comment présenteriez-vous en quelques mots le projet de ce qu'appelons ça les soins palliatifs? Quel est l'objectif des soins palliatifs dans le dispositif général du système de santé aujourd'hui? Oui, alors une toute petite référence historique. Les soins palliatifs sont apparus à la fin des années 60 en Angleterre, au Royaume-Uni, et c'était une réponse marginale à un problème qu'on connaît plus vraiment aujourd'hui, celui de l'acharnement thérapeutique. On est à cette époque dans une phase de médecine triomphante, très paternaliste. Les patients, curieusement, on les écoute pas beaucoup. On les branche beaucoup, et puis quand c'est le temps de la fin de vie, le curatif est terminé, donc il y a un certain abandon dans les hôpitaux en tout cas de ces pauvres patients qui devaient attendre la mort dans des circonstances qui sont pas toujours réjouissantes. Le mouvement des soins palliatifs est né de du constat que c'était très inhumain de laisser les gens mourir dans de telles conditions, et on a vu la création de cette appellation, soins palliatifs. C'est une façon de s'occuper des gens pour pallier au fait que le curatif n'est plus possible. Alors, les soins palliatifs, c'est accompagner quelqu'un au moment où la médecine ne peut plus rien faire. Ça s'appliquait pour des pronostics de vie assez courts, 3 semaines, 3 mois à peu près. Voilà à quoi concernait les soins palliatifs. On commençait à penser de dire, on va débrancher, on va accompagner, et voilà, comme ça la chose est née. Et finalement, là, pour faire ça court, les soins palliatifs, c'est comme une manière de se réapproprier la mort naturelle telle qu'elle était vécue à l'époque où les gens mouraient à la maison. D'ailleurs, on retrouve tranquillement un retour vers la mort à la maison, là, qui, à mon avis, est une très bonne chose. C'est préférable de mourir chez soi que de mourir ailleurs. Mais à partir de là, donc, c'est développer toute une expertise, écoutez, qui, dans le fond, repose sur l'écoute attentive, la présence secourante là, de main tendue
qui accompagne les mourants jusqu'à la toute fin. Et ce que je disais tout à l'heure, au fil des années, on s'est aperçu que une mort bien entourée, une fin de vie bien entourée, était quelque chose, somme toute, d'assez merveilleux. Je pèse mes mots en disant cette chose-là, parce que ça fait 15 ans que je vais partout dans le monde rencontrer des équipes de soins palliatifs, et je peux vous dire que c'est unanime. Les équipes dédiées, on s'entend bien, là, les équipes qui sont dédiées à ce type de soins ne tarissent pas d'éloges pour la façon dont les enrichissent le contact avec les personnes en toute fin de vie. Ce qui a fait qu'avec les années, on en est venu à ce que je disais tout à l'heure, il s'est jamais présenté d'occasion pour dire que l'euthanasie était demandée de façon récurrente. Et même si ça avait été le cas, encore une fois, on parlerait de cas excessivement exceptionnels. Moi, mon argument, c'est qu'on fait pas une loi pour 4 personnes. Et c'est un peu ça le point fort de la culture palliative. Alors, à l'heure actuelle, cette culture est très mise à mal parce que le loup entre dans la bergerie, si je puis dire, étant donné que maintenant, le patient, vous savez, on est citoyen jusqu'au dernier moment. On est vivant jusqu'à la dernière seconde. Et on est aussi citoyen jusqu'au dernier moment. Or, je pense qu'il y a des devoirs que tout mourant doit honorer parce qu'il reste encore citoyen. Alors, il faut réfléchir à ce qu'on demande, ce qu'on veut, et puis trouver le meilleur endroit puis le meilleur aménagement pour finir ses jours. Mais en tout cas, c'est un des problèmes qui est survenu avec le fait de la loi. Une dernière chose, si vous me permettez, rapidement, j'ai connu une médecin de la région de Québec qui a fait près de 45 ans en soins palliatifs. Cette dame me confiait il y a une dizaine d'années, dans toute ma pratique, me disait-elle, j'aurais été fort embêté si on m'avait demandé avec insistance l'euthanasie. Cette dame me disait, je n'ai pas de conviction religieuse, je n'ai pas de conviction morale particulière, j'ai jamais trop réfléchi à la question. Mon angle d'accompagnement, c'est de prendre soin des gens. Et en 45 ans, pas une seule fois, j'ai eu à faire à des demandes insistantes. Cette dame a pris la parole récemment dans les journaux il y a une couple de semaines pour dire que maintenant que la loi a changé, on est rendu là. Elle est à la retraite, mais si elle pratiquait encore, maintenant peut-être qu'elle pourvoirait l'aide médicale à mourir. Simplement parce que le cadre juridique a changé. Mais son expérience de soignante, son expérience, elle, ne la prêtait pas, ne la destinait pas à poser un geste semblable. Alors, il nous reste le temps d'une dernière question et elle me semble importante. Est-ce qu'on peut dire qu'à travers les soins palliatifs, on cherche aussi à ritualiser à nouveau la mort? C'est-à-dire, sachant que c'est le dernier jour, vous évoquiez tantôt la philosophie qui est une manière d'apprendre à mourir. Est-ce que la part rituelle, la déritualisation de la mort nous a frappé ces dernières décennies? Est-ce qu'on peut dire qu'à travers les soins palliatifs, on réapprend à mourir, aussi tragique que ce soit, en ritualisant de nouveau ce dernier adieu? Oui, en fait, je sais pas si je dirais que c'est une nouvelle forme de rituel. J'ai tendance à voir ça de manière beaucoup plus simple, c'est-à-dire que ce que nous permet de vivre l'accompagnement palliatif, c'est les vertus de la mort accompagnée. Je pense que ce qu'il y a de pire dans la vie, c'est mourir seul. Ou oui, c'est ça, mourir seul. Il y a 2 manières de mourir seul. On peut mourir seul physiquement parce qu'il n'y a personne dans notre entourage pour nous accompagner. Et ça m'apparaît la chose la plus inhumaine qui soit. On peut mourir seul aussi par entêtement. Et ça, c'est des cas réfractaires, entre guillemets, dans le milieu des soins palliatifs. Des gens qui sont tellement orgueilleux qui refusent les mains tendues, pas tant celles des soins palliatifs, mais celles des fils, des filles, des frères, des parents. Les moments les plus dramatiques dans le passage dans la fin de vie sont souvent ces moments-là où le mourant s'obstine à ne pas vouloir accepter ce rendez-vous avec cette fille pour laquelle ils ont été en chicane pendant des années. La fille veut aller vers son père parce qu'il sait que son papa s'en va et le père dit non. Pour les accompagnants, ça, c'est les pires situations qui soient. Ceci simplement pour mettre en perspective le fait que une fin de vie digne, vraiment digne, est une fin de vie qui, de toute façon, doit être accompagnée
par la famille d'abord, puis par les soignants d'autre part. Puis s'il n'y a pas de famille, ben les soignants vont jouer ce rôle d'accompagnant palliatif, puis ils le font très bien. Alors, en tout cas, on pourrait dire, pour répondre plus précisément à votre question, que c'est une part importante du rituel très humain qui prévaut au moment de la maladie grave et puis au moment de s'approcher du trépas. Et ça, oui, la culture palliative est un moyen fantastique d'aider les gens à bien mourir. En fait, c'est un remède à l'individualisme croissant dans nos sociétés dépersonnalisées. Ça, c'est un autre facteur ou un autre pan de l'idéologie dont je parlais tout à l'heure. Alors, Louis-André Richard, je vous remercie infiniment pour votre passage aux Idées mènent le monde. Je rappelle le titre de votre ouvrage sur un ouvrage très préfacé par Pierre Manant, si je ne me trompe pas, tout à fait remarquable. Tout à fait. La cigogne de Minerve, paru en 2018, je crois, aux presses de l'Université Laval. Et vous avez écrit de nombreux autres livres sur la culture générale, notamment. Vous êtes l'organisateur régulièrement des colloques Une cité pour l'homme quand nous ne sommes pas en temps pandémique. Donc, vous êtes un animateur de la vie intellectuelle de Québec et vous êtes très engagé dans cette question des soins palliatifs et du débat sur la fin de vie. Donc, la cigogne de Minerve, c'était un immense plaisir de vous recevoir, Louis-André Richard. Merci. Tout le plaisir a été pour moi. Merci beaucoup, Mathieu. Chers auditeurs des Idées mènent le monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire circuler les idées. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série à un plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez également m'écouter chaque semaine à la Joute et sur Cube Radio, tous les jours à 10h à l'émission de Richard Martineau. Animation et recherche, Mathieu Bock-Côté. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production Cube Radio.